déjà, merci, professeur Legendre, d'être avec nous ce soir pour parler de la chirurgie utérine et de la prévention des complications pour préserver la fertilité. Et là, on voit bien le partage d'écran, donc c'est super. Sujet important que la préservation de la fertilité en cas de chirurgie utérine, car une des complications de cette chirurgie utérine peut dégrader la fertilité, car ce sont donc les synéchies. Et donc, c'est ce dont on va parler ce soir, comment optimiser la chirurgie, comment prévenir les complications. Et avant de commencer à rentrer un peu dans le vif du sujet, on refait juste une petite définition des synéchies. Donc, c'est, comme je disais, une complication possible de ces actes de chirurgie utérine. Donc, les synéchies elles peuvent intervenir donc déjà différents niveaux de sévérité et aussi à différents niveaux de l'utérus. Et en fonction des niveaux, enfin de la localisation au sein de l'utérus, elles vont avoir différents impacts sur la fertilité. Elles vont pouvoir empêcher l'implantation de l'embryon. Elles peuvent aussi agir en amont de la fécondation quand elles vont boucher les orifices des trompes et elles peuvent aussi réduire la taille et la capacité utérine, ce qui va empêcher l'utérus de se distendre si une grossesse a débuté. Et donc là, une des conséquences, ça va être les fausses couches notamment, et on va le voir après. Alors, les signes qui alertent quand on a eu une chirurgie utérine, qui peuvent laisser penser qu'on peut avoir des synéchies, c'est donc une absence de règles, donc absence totale, ou alors un faible flux, et puis bah, des problèmes pour tomber enceinte. L'infertilité, c'est une des premières causes un des premiers symptômes qui va amener à consulter. Et puis les fausses couches à répétition, qui peuvent aussi être un signe d'alerte comme je disais tout à l'heure, sont liées au fait que l'utérus ne peut pas se distendre comme il le devrait. Donc, en présence d'un de ces symptômes, quand on a eu une chirurgie ou un acte qui est intra-utérin, il est important d'investiguer et de le faire relativement rapidement avec la bonne technique d'imagerie. Et on va le voir ensuite, quelles sont ces techniques d'imagerie. Euh, alors, les indications de la fertilité, tout à l'heure je disais qu'il y avait certains actes qui pouvaient générer ces synéchies. Quels sont ces actes? Donc, c'est l'aspiration pour fausse couche ou IVG, la révision utérine suite à un accouchement, l'hystéroscopie opératoire pour fibrome, mais aussi l'embolisation de fibrome, la myomectomie et la tuberculose utérine. Alors là, ce sont pas, c'est pas un acte, c'est une infection qui peut venir aussi générer des synéchies, le curetage biopsique et l'embolisation utérine, si je l'ai dit tout à l'heure. Donc voilà les principales indications de chirurgie de la utérine qui peuvent venir générer des synéchies et face auxquelles il faut être vigilant. Donc, bonsoir à tous. Donc, merci d'abord à Gétabel au tout collectif, à tout le collectif BAMP de l'invitation dans cette semaine de sensibilisation sur l'infertilité pour parler un peu de chirurgie de fertilité et notamment de synéchie, comme l'a très bien évoqué Gétabel. Pour prévenir ces complications de la chirurgie qui reste une chirurgie complexe, il faut poser les bonnes indications de chirurgie, c'est-à-dire opérer que si cela est nécessaire. Et ce serait trop vaste de tout détailler là ce soir, puisqu'on s'est concentré, mais c'est bien évidemment de savoir quand, quand doit-on opérer un fibrome, quand doit-on opérer un polype, quand doit-on opérer ce qu'on appelle une niche ou une ismocèle, c'est-à-dire un défect de cicatrice de césarienne, quand est-ce qu'on doit opérer une malformation utérine, quand est-ce qu'on doit même opérer une dysplasie cervicale pour faire une conisation, parce que même si ce n'est pas vraiment sur l'utérus, parfois de faire des conisations trop précoces, ça peut également obérer la fertilité future des patientes. Le bilan d'imagerie initiale est indispensable pour répondre à ces questions, puisque par exemple pour un fibrome, il va falloir savoir où est situé ce fibrome pour savoir bien le prise en charge. Est-ce qu'on va pouvoir faire une chirurgie par voie hystéroscopique, c'est-à-dire mettre une caméra dans l'utérus avec différents matériels dont on va discuter tout à l'heure,
Si c'est un fibrome sous-muqueux, est-ce qu'on va discuter d'une embolisation? Est-ce qu'on va discuter d'une myomectomie par voie robotique, par voie cœlioscopique? Une polymyectomie, on va ouvrir le ventre. C'est impossible de faire ce choix sans avoir une imagerie de qualité de connaître le retentissement sur la cavité utérine, là où se développera la grossesse, pour faire son choix d'intervention. Parfois, des médicaments peuvent être utilisés et peuvent même permettre de surseoir à des traitements éventuellement chirurgicaux. Les autres bilans d'imagerie, vous les connaissez probablement si malheureusement vous êtes passé dans des parcours de chirurgie de fertilité ou d'infertilité, sont l'hystéroscopie, donc le fait de mettre une caméra dans l'utérus qui peut se faire totalement, on y reviendra, en consultation sans aucune anesthésie, l'hystérosonographie, le fait de mettre de l'eau et de réaliser une échographie, l'échographie 3D, comme vous avez vu sur la petite animation à droite, l'IRM pelvienne, plus rarement, notamment dans des situations compliquées, pour aider lorsqu'il y a plusieurs fibromes sur les malformations aussi complexes. C'est très intéressant d'avoir une IRM pelvienne. Sur l'adénomiose, endométriose également. Mais sur l'adénomiose, il n'y a pas forcément de chirurgie à faire, donc c'est pour ça que je ne l'ai pas. Oui, les chirurgies ne sont pas compatibles avec un projet de grossesse ultérieure pour l'instant. Donc c'est pour ça que j'en ne parle pas beaucoup sur cette présentation. Pourquoi opérer et quand opérer un polype? Finalement, on a très très peu de données sur l'intérêt réel d'opérer les polypes chez les patientes fertiles ou infertiles pour augmenter la fertilité. Néanmoins, les chirurgiens vont souvent vous proposer d'enlever les petits polypes. Ce qu'on sait, c'est qu'il faut probablement respecter les polypes qui font moins de 15 mm, voire moins de 10 mm, parce qu'on n'a absolument aucune preuve que ça sert à quelque chose pour augmenter les taux de grossesse. Donc, ça sera peut-être l'intérêt de ce qu'on va voir tout à l'heure, les chirurgies en un temps, on appelle chirurgie hors bloc, on ne fait pas d'anesthésie, où on a des petits seaux pour aller enlever ces petits polypes qui sont tout petits. Et c'est peut-être sûrement intéressant, en même temps qu'on fait une hystéroscopie, d'aller les enlever si on en voit, mais d'aller opérer une patiente sur des fibromes de moins d'1 centimètre n'a jamais fait la preuve. Là, il y en a une seule étude, c'est un peu devant la fréquence des polypes, qui sont des épissements de la muqueuse, qui montre que ça augmente les taux de grossesse quand on fait des inséminations intra-utérines. On a zéro donné en grossesse spontanée, si on essaye d'avoir des bébés sans AMP, ou en FIV, on n'a jamais démontré d'enlever des polypes avant FIV à améliorer la grossesse, aussi surprenant que cela puisse être. Sur les fibros, on a un petit peu plus de données, mais pas tant de données que ça. C'est toujours très, très, très surprenant de voir que les études scientifiques sont assez pauvres sur la chirurgie de la fertilité. C'est vraiment un parent pauvre et je trouve très bien qu'il y ait cette semaine de sensibilisation sur la fertilité et qu'on remette au goût du jour la chirurgie de la fertilité qui peut être utile. Globalement, c'est pareil, je ne rentrerai pas dans les détails, mais vous voyez, c'est une image de gros fibromes enlevés par la parotomie, une ouverture dans le ventre, ou les cicatrices que l'on fait sur une myomectomie par célioscopie, où on essaie plutôt de faire des chirurgies avec un fil, mais parfois ça saigne, on est obligé de faire des points. Il peut y avoir des adhérences de l'intestin qui va venir se coller à l'extérieur, on va fragiliser l'utérus, donc il y a des séquelles quand même sur ces utérus. Le taux de grossesse, il est à peu près de 50% en prémyomectomie et on va opérer uniquement les gros fibromes par laporotomie ou par myomectomie par cellio ou robot qui font plus de 5 cm lorsqu'ils sont intramuraux. Sur les sous-muqueux, tous ceux qui sont dans la cavité, en revanche, on sait qu'il faudra les enlever parce qu'ils diminuent par deux les chances de grossesse et d'enlever ces fibromes qui sont à l'intérieur de la cavité augmente, restaure le anintégrum, c'est-à-dire qu'on récupère une fertilité normale par rapport à une patiente qui n'a pas de fibrome. Et ça, c'est très très important d'aller les enlever. Les malformations utérines, même si là, on a une étude assez surprenante qui nous dit qu'il faut peut-être plus opérer les utérus cloisonnés, qui sont séparés en deux par une paroi, on sait que ça augmente quand même d'un facteur 6 les accouchements prématurés, par un facteur 5 à 7 aussi les fausses couches précoces, les fausses couches à répétition. Moi, j'ai plutôt tendance à traiter ce genre de patients chez les patientes qui ont un désir de grossesse. On sait que ça augmente le taux de fausses couches, que c'est très fréquent chez les patientes infertiles, de l'ordre de 15%.
Et pareil, là encore, il faut se faire opérer par des gens qui savent opérer ce type de malformation. Euh, Parce qu'on sait que finalement, là encore, on va en gros avoir des taux de grossesse de l'ordre de 50% après ces chirurgies. Il peut y avoir des complications de synéchie, comme l'a dit Isabelle, parfois de perforation, qui sont relativement rares, heureusement, de l'ordre de 1 à 2%. Il peut y avoir des chirurgies incomplètes. Il faut que toutes ces chirurgies, quand on enlève un fibrome, on ne laisse pas la moitié du fibrome, on fait ce qu'il faut pour aller voir après s'il reste du fibrome. S'il en reste, on y retourne ou on passe la main si on trouve qu'on est dépassé. Là encore, si on va traiter une cloison, si on laisse la moitié de la cloison, ça n'a pas vraiment d'intérêt. Il faut traiter la cloison jusqu'à ce qu'il reste moins de 1 cm de cloison pour considérer que finalement cet utérus est revenu à un utérus normal et que cette cloison qui sépare en deux l'utérus, je vous le rappelle, n'impacte ni la fertilité précoce, n'entraîne pas de fausse couche, ou des fausses couches tardives, c'est-à-dire des pertes de bébés à 18, 20 semaines avant qu'on puisse le prendre en charge, ou des accouchements prématurés où on peut parfois prendre en charge le bébé, mais parfois, lorsque c'est très tôt, ces accouchements peuvent entraîner quand même des séquelles chez les enfants. Donc c'est important de les pister et de les prendre en charge, outre le fait que ça puisse également diminuer les chances de grossesse chez les patientes. Les synéchies. Donc les synéchies, elles sont rarement, c'est pas une c'est à part sur les infections comme la tuberculose, c'est souvent finalement la conséquence d'autres chirurgies. Comme l'a dit Isabelle, les choses les plus pourvoyeuses, ce sont les aspirations, les curetages pour grossesse arrêtée, pour fausse couche ou pour interruption de grossesse par aspiration curetage. Les chirurgies antérieures, les chirurgies de fibrome, les chirurgies les embolisations, parfois post-hémorragie du postpartum, les techniques de conservation de l'utérus dans l'hémorragie du postpartum, les embolisations de fibromes parfois peuvent entraîner également des synéchies très sévères. Même l'accouchement, l'hémorragie du postpartum, de mettre une main dans l'utérus pour aller chercher le placenta, entraîne également des synéchies. Les taux de grossesse, on peut aller jusqu'à 60% après chirurgie. Il faut s'acharner à traiter les synéchies pour essayer de restaurer la cavité, c'est important. Et on sait que malheureusement, plus on a des synéchies sévères, moins le taux de grossesse sera important. Mais on avait publié une étude il y a quelques années, plus de 10 ans, où on avait montré qu'on pouvait aller à opérer les patients jusqu'à 5, 6, 7 fois pour essayer de récupérer une cavité normale. On reviendra après sur ce concept de l'intérêt d'avoir une cavité normale et quel est l'objectif de traiter les synéchies plus tard. Mais il faut parfois s'acharner à essayer de traiter ces synéchies lorsqu'elles sont présentes. Il y a des chirurgies peut-être où il faut être un petit peu plus prudent finalement et où actuellement on a une tendance à traiter énormément. C'est par exemple ces chirurgies d'ismocèle, des chirurgies de cure de cicatrices de l'utérus où finalement on n'a jamais démontré que ça avait un impact sur la fertilité. Mais beaucoup de chirurgiens, dès lors qu'il y a un projet de grossesse une AMP, vont aller traiter ces ismocèles. Ce n'est pas une chirurgie simple. Et là encore, ça peut entraîner des saignements, comme vous voyez, des perforations utérines, des synéchies. Donc il faut que ce soit fait par des personnes qui soient compétentes. Et il faut surtout se poser la question, qu'est-ce qu'on attend vraiment en termes de fertilité du résultat de cette chirurgie? Donc pas hésiter à poser des questions à vos chirurgiens de est-ce que réellement il y a un intérêt pour moi? L'ismocèle, pour l'instant, c'est surtout s'il y a du sang qui s'écoule du vieux sang qui est séquestré dans cette petite niche, cette petite boule au-dessus de la cicatrice de la cicatrice de césarienne à l'intérieur de l'utérus qui peut effectivement perturber l'implantation, mais qu'on ne traite pas forcément systématiquement. Pareil, les plasties d'agrandissement, parfois on va juger un utérus un peu à la va-vite, trop petit, et on va avoir envie de faire des gestes d'agrandissement. Il faut réserver ces chirurgies-là, à mon sens, lorsqu'on est vraiment dans un contexte de fausse couche à répétition, c'est-à-dire plus de 3 fausses couches, ou des échecs d'implantation répétés, c'est-à-dire on a des beaux embryons et malheureusement on n'obtient pas de grossesse. Là, effectivement, il faut peut-être se poser la question de dire est-ce que je n'ai pas un geste à faire pour optimiser ma fertilité et ma cavité utérine avant de réimplanter d'autres embryons.
Est-ce qu'il y a des questions sur cette première partie où j'ai balayé assez rapidement les, euh, les, les choses? On va peut-être enlever le partage s'il y a des questions. Non, pas de questions? Pas trop compliqué? Si vous me dites hein, si c'est un peu ardu. Euh, donc, hop, on va du coup continuer sur la suite de ce webinaire. Isabelle, je te redonne la Ouais. parole. Donc, comme Guillaume vient de le dire, les différents actes qu'il vient de présenter peuvent générer des synéchies. L'objectif, c'est de pouvoir les prévenir, puisqu'on sait que ce sont des complications de ces actes. Donc, suite à eux, il faut pouvoir avoir un suivi stéroscopique avec une stéroscopie diagnostique, donc ce qui se fait très simplement en consultation 6 à 8 semaines après ces actes. Et ce qui permet s'il y a des synéchies, de pouvoir les lever très, très facilement lors de cet examen. Et cet examen peut être aussi, si on n'arrive pas à lever les synéchies lors de l'hystéroscopie diagnostique, ça peut être une indication d'hystéroscopie opératoire qui là va permettre, donc la sous-anesthésie, de traiter les synéchies et Guillaume rentrera un peu plus dans le détail après. Donc c'est effectivement la technique opératoire, le gold standard. Et comme il l'a dit tout à l'heure, dans les cas complexes, on peut avoir plusieurs actes qui se succèdent et il vaut mieux avoir plusieurs actes qui se succèdent, qui sont bien faits, qui sont bien menés, plutôt qu'un seul qui va être au final, qui ne va pas aller au bout du traitement de la synéchie ou qui va être délétère. Alors, on a une question. Oui, Madame Goujon, je vous laisse. Alors, attendez. Vous pouvez prendre la parole hein, si vous voulez. Oui, bonjour. Oui, désolée, j'ai un peu de bruit autour de moi. Oui, bonjour. En fait, moi, j'avais une question. Donc, merci en tout cas pour votre conseil, puisque j'ai pu me faire opérer d'une cure de synéchie avec succès. Suite à cette cure de synéchie, je me suis tombée enceinte à peu près 3 mois après. J'avais fait des fausses couches donc à répétition, donc ça a résolu mon problème bon, avec aussi un traitement. Là, je viens d'accoucher par voie basse. Ma question, c'était de savoir si je souhaitais un autre enfant, est-ce que la synéchie est susceptible de revenir suite à la délivrance ou en fait, bah, je repars avec un utérus complètement neuf, on va dire, et donc ça n'est plus susceptible de revenir. c'est une C'est excellente une question. excellente question. Du coup, est-ce qu'il faut faire un autre bilan? Si finalement l'accouchement s'est bien déroulé, qu'il n'y a pas eu d'hémorragie du postpartum, on peut considérer qu'il n'y aura pas forcément de synéchie s'il n'y a pas eu d'infection après. Après, on peut toujours envisager, si vous êtes inquiète et que vous êtes parfaitement rassuré, faire une hystéroscopie diagnostique de principe. Ça dépend un petit peu de la taille de l'utérus avant. C'est vrai que là, on vient tout juste de publier la semaine dernière une série un travail qu'on a mené dans le service sur les hémorragies à l'ivance, même lorsque finalement on savait que d'aller faire des points, quand ça saigne, on va soit emboliser, soit faire des points pour faire une espèce de rôti de l'utérus pour le garder, pour éviter d'enlever l'utérus dans cette situation, pour bien sûr préserver la fertilité. Mais de faire des points où on traverse l'utérus, ça fait énormément des synéchies qui sont très compliquées. Mais on a démontré que même sur une hémorragie délivrante, on va mettre la main pour aller chercher le placenta, on a quand même un taux de synéchie qui est de l'ordre de 25 à 30%. Et lorsqu'on met des ballons pour essayer de comprimer, là aussi, c'est probablement un facteur où il faut faire probablement systématiquement des hystéroscopies pour chercher la synéchie. Je dirais dans un cas où l'accouchement s'est bien déroulé, il n'y a pas forcément eu d'infection, pas forcément eu d'hémorragie, pas forcément eu de geste endo-utérin, il n'y a pas forcément d'obligation à les vérifier. Si jamais il y avait des synéchies, elles seraient plutôt probablement légères et levées par la grossesse. Si vous êtes inquiète, ça peut être assez simple d'aller faire une hystéroscopie diagnostique, même si ce n'est pas un examen très agréable. Ça peut tout à fait se faire en consultation.
D'accord, merci. Enfin, ce qui m'inquiète, c'est juste que quand le placenta enfin, est sorti, il était coincé d'un côté, donc ils ont dû tirer un petit peu. Donc, il me semblait que c'était du côté où justement j'avais la synéchie. Ça peut être Euh, un d'aller vérifier du coup si vaut mieux peut-être mieux vérifier que de rester avec un doute. Ça peut être n'hésitez pas. ok. Bah, merci beaucoup. Et donc, combien de temps après Il faut avoir le retour du l'accouchement? couche à peu près, donc généralement 3 mois. Autant c'est 6 à 8 semaines après un geste. Là, après un accouchement, ça dépend. Voilà, ça peut être retardé avec l'allaitement, mais je dirais à peu près 3 mois, que l'on ne soit D'accord, pas gêné merci. par des débris du placenta. Merci. Et on a une autre question. Alors, de Claire, excusez-moi, je vous appelle par votre prénom, j'ai pas de Oui, votre je suis prénom. désolée, j'étais en train d'écrire. Mon histoire, elle est un peu longue. Je vais essayer de faire très très bref. Donc moi, j'ai été opérée d'une malformation utérine. J'avais une cloison totale, donc vous l'avez évoqué tout à l'heure, docteur, par le professeur Fernandez. Donc j'ai eu beaucoup de chance. Et donc tout s'était bien passé. Et 2 ans après, je démarre un parcours de PMA. Et là, on voit qu'il reste un petit éperon de 16 centimètres. Oui. Je suis suivie par Euh, un médecin qui est spécialiste PMA, qui m'envoie chez un autre médecin parce que le professeur Fernandez est parti à la retraite. Je me fais opérer, ça se passe très bien. Je démarre mon parcours de PMA. 3 mois plus tard, oligoménorrhée. Hmm. Là, je me dis, il y a un problème. Les FIV ne marchent pas, mais là, c'est lié à l'âge. Je passe en double don. On a fait 3 implantations d'embryons. Aucune ne s'est implantée. Enfin, aucun embryon ne s'est implanté. Je compte même plus le nombre d'hystéroscopies. Tout le monde me dit, il y a rien, machin. Bon, on finit par me dire, il y a des petites synéchies, mais on veut pas vous réopérer. Et bilan des courses, bah, on m'a levé enfin, je pense qu'on m'a un peu levé les synéchies par voie diagnostique, enfin, par hystéro-diagnostic, parce que les règles sont un peu revenues, mais elles sont pas revenues à la normale. Elles sont jamais revenues à la normale. J'ai des règles très légères alors qu'avant elles étaient abondantes, enfin, elles étaient normales. Et voilà, j'ai dû arrêter mon parcours PMA. Vous avez quel âge? Si c'est pas indiscret. Alors, c'est à cause de mon âge. Aujourd'hui, j'ai 44 ans, donc voilà. Euh, et du coup, j'ai juste sur les pronts, du coup, qui faisaient à mon avis 16 millimètres plus que 16 C'est ça, centimètres. ouais. Il y a une autre intervention, c'est faite Oui, par qui? du coup, j'ai été opérée une deuxième fois pour la cloison. D'accord. Et Et là, il c'est n'y à avait chaque plus rien. Du fois, coup, ouais, ouais. C'est, sachez que le professeur Fernandez, si vous habitez à Paris, exerce encore, hein. Il est Oui, il a repris une activité dans le septième. et, bah écoutez, moi, j'ai essayé de trouver des consultations, mais enfin voilà, je me suis renseignée. Puis comme j'avais envie de démarrer vite mon parcours, ouais, vous avez raison, vous avez bien raison. Après, vous pouvez aller voir son équipe, hein, l'équipe Bah, c'est éventuellement de. docteur Fedida qui m'a dit la dernière fois que elle préférait pas réopérer. Elle travaille à Kremlin-Bicêtre. Elle est assez. D'accord. C'est vrai que là, c'est difficile comme ça de parler sans avoir vu votre cavité. C'est vrai que soit vous avez une cavité, on a envie de comprendre pourquoi vous avez. Faudrait voir avec un bilan hormonal, voir si effectivement, malheureusement, il y a une ménopause qui s'est installée et que la ménorrhée, elle est liée. Alors malheureusement non, parce que vous vous doutez bien qu'en PMA, j'ai fait tous les examens sur Terre et que en fait, hormonalement, tout va bien. Donc moi, j'aurais plutôt envie d'aller euh, peut-être quand même rediscuter d'une chirurgie pour rouvrir cette cavité, parce que c'est bizarre que vous ayez une aménorrhée après une deuxième Bah, je suis intervention. d'accord. Et je me bats avec les médecins pour leur dire c'est pas normal, avant c'était pas comme ça. Et en fait, ils creusent pas, quoi. Non, non, à mon avis, il faut. Donc, il est à la clinique Saint-Jean-de-Dieu, professeur Fernandez. Après, vous pouvez aller voir une de ses autres élèves, voilà, je pense le docteur Capmas, qui est toujours comme un bicêtre. Voilà, c'est pas très. Mais si vous habitez en région parisienne, mais c'est vrai Oui, que je suis sur Paris. Mm. c'est, il faut absolument, je pense que, voilà, pour aller retourner voir Hervé, je pense, une bonne indication de comment vous seriez une patiente. Je pense que je retenterai une autre chirurgie au bloc opératoire avec une plastie d'agrandissement et de comprendre ce qui se passe parce que voilà, si vous n'êtes pas ménopausé à 44 ans, que votre AMH est bonne, que la FSH est pas élevée,
que vous aviez des règles plutôt J'ai régulières été traitée pour la TSH, mais ouais. que c'est quand même, qu'il y a quand même des synéchies sévères qui sont revenus. Et voilà, ça peut être aussi la conséquence, c'est vrai, d'une chirurgie, Mm. chirurgie de cloison. Voilà, c'est des chirurgies qui normalement sont pas très à risque. Après, vous aviez un terrain à risque de refaire des synéchies du fait de la première synéchie sur les aspirations. Voilà. Mm. Est-ce que c'est pas parfois facile est-ce que c'était vraiment une cloison totale ou est-ce que c'était une synéchie très complexe d'emblée sur une rétention post fausse couche, post-aspiration par exemple. Il y a eu Parfois, IVG avant, effectivement. on a du mal parfois. Il y avait Ouais. peut-être une cloison et une grosse synéchie qui s'est mise dans une corne qui a été complètement occluse par une Mm. rétention du placenta qu'on n'a jamais réussi à récupérer à l'aspiration. Mais je pense que ça vaut le coup de refaire une chirurgie. Alors, on est en train de travailler avec Isabelle, elle le dira sûrement après, sur un réseau de médecins pour les cinéchies, parce que c'est vrai qu'on n'est pas forcément très nombreux. Et il y a une grosse errance des patientes. Voilà. Mais je pense qu'il faut s'acharner. Voilà. Moi, j'ai travaillé longtemps avec le professeur Fernandez. Et voilà, on a opéré des patientes avec des taux de succès grossesse qui restent, bon, c'est pas du 100%, mais voilà, des patientes qu'on a opérées 6 7 fois de synéchie et avec des taux de grossesse dans notre série de patientes qui étaient toutes récusées des équipes parce qu'elles avaient plus de 3 interventions pour synéchie, des taux de grossesse qui étaient entre 35 et 40%. Voilà. Donc c'est vrai qu'il faut parfois, si vous êtes prête, peut-être voilà, vous Ouais. acharner à... Bah, j'aurais aimé entendre ça il y a 1 an et demi, mais là aujourd'hui, on verra. Mais je suis contente d'entendre voilà, d'entendre ce que vous dites et vos propos parce qu'effectivement, c'est compliqué d'avoir une bonne prise en charge. Et à Paris, il y a aussi le docteur Landowski qui est très bon. Oui, ah bah, j'ai été opérée par son confrère Ludovic Friedrich. Du coup, je ne sais plus si c'est un bon médecin ou pas, puisque j'ai eu des Je connais pas complications Ludovic derrière. Prétriche, du coup, là. Pour le coup, je ne connais pas. Il est dans le même, il est aussi à la clinique Monceau. C'est Oui, oui, d'accord, ok. Mais c'est vrai qu'après, autant le docteur Landowski, j'ai toute confiance dans sa prise en charge parce que non, enfin, moi, j'ai été sa patiente et je lui ai envoyé un certain nombre de personnes aussi qui ont toujours été satisfaites. Mais après, son confrère, je ne le connais pas. d'accord. Bon, Un c'est pas loin de. l'endométriose, voilà, on Ok. arrête. Une Ok. Messi, peut-être moi. Et Oui. peut-être moi. Bah, merci beaucoup en tout cas pour vos réponses. Et on a une question de Bénédicte qui s'interroge sur le risque de synéchie. Est-il plus important avec une embolisation ou une intervention chirurgicale dans le traitement du fibrome? Alors, hop. et- Il y a des risques dans les deux cas. Alors, il y a des risques dans les deux cas, ça dépend quelle particule. Dans la chirurgie, le problème, c'est que dans la chirurgie du fibrome, c'est une chirurgie par voie basse, c'est-à-dire par hystéroscopie, où on va resséquer un fibrome. Le risque de synéchie, il est relativement faible en post-opératoire. Le risque de synéchie va être important lorsqu'on va enlever les fibromes par voie, ce qu'on appelle haute, c'est-à-dire qu'on va soit ouvrir le ventre, soit faire des petits trous dans le ventre pour faire une cystoscopie pour aller enlever des plus gros fibromes. Et effectivement, les polymyomectomies, on va faire des points qui vont pouvoir être transfixiants, c'est-à-dire qu'ils vont pouvoir aller à l'intérieur de la cavité utérine. Il y a un risque potentiel de, de synéchie. L'embolisation, euh, ça dépend des particules qu'on utilise. Là encore, il y a des embolisateurs qui travaillent très très bien et pour lesquels les synéchies seront minimes. Parfois, quand on utilise des particules très très fines, il peut y avoir des synéchies liées à ces microbilles et qui peuvent être très très difficiles à récupérer après. Ce qu'il faut en tous les cas, c'est vérifier quand on est dans un désir de grossesse, que ce soit une embolisation, que ce soit une myomectomie par voie haute, que ce soit une myomectomie par voie hystéroscopique, c'est faire une hystéroscopie diagnostique ou une hystérosono, on va y revenir après, pour vérifier la cavité utérine. C'est la même chose
On travaille pas mal sur la radiofréquence également pour détruire les fibromes. C'est une autre technique alternative à l'embolisation pour réduire la taille du fibrome pour éviter de faire effectivement des myomectomies qui, outre les synéchies, les adhérences à l'intérieur de la cavité, donnent des adhérences à l'extérieur de la cavité qui peuvent impacter les trompes. L'ovulation est assez embêtante sur le plan de la fertilité. Il faut aussi vérifier la cavité, même si les données sont plutôt rassurantes sur la normalité de la cavité. Merci. Du coup, hop, merci pour vos questions, c'est hyper intéressant. Du coup, Isabelle, Oui, donc là, bah, c'est un sujet qu'on a apprécié, dont on vient de traiter. L'expertise du chirurgien est un paramètre clé de la réussite de la cure de synéchie. Donc il faut pouvoir, c'est pour ça que le réseau dont on a parlé tout à l'heure devient indispensable parce qu'effectivement, il y a à la fois une errance diagnostique importante et puis après l'errance thérapeutique qui va derrière. Donc, et ensuite, je te relaisse la main, Guillaume. Ah non, il y oui, a slide. la prévention des récidives, Ah c'est non, vrai que pardon. non, Euh, non, mais on en a Pardon. déjà un peu parlé. Oui. Voilà, l'intérêt de l'hystéroscopie, je t'ai volé ton Non, discours. non, ouais. Vas-y, vas-y. Mais voilà, l'intérêt de refaire des hystéroscopies après toutes les chirurgies à risque d'impacter la fertilité. Souvent, c'est rarement fait. Et puis d'utiliser éventuellement des barrières anti-adhérentielles, soit par gel, soit par un polymère. Il y a un nouveau polymère qui arrive, qui se met comme un stérilet, qui est aussi intéressant pour prévenir les synéchies. L'idée, c'est peut-être d'avoir quelque chose dans la cavité utérine pour éviter qu'elle ne se referme trop vite après un geste, pour éviter que la synéchie, c'est vraiment les deux phases de l'utérus qui vont s'accoler et qui vont avoir du mal à se réexpandre après. Donc l'idée de mettre soit un gel, soit une petite membrane de polymère qui va se résorber tranquillement en quelques jours, ça peut être intéressant. Et donc après cette restauration de la cavité utérine, donc c'est l'objectif premier de la chirurgie de la fertilité après une cure des synéchies. Euh, il y a deux choses importantes à savoir, c'est que l'endomètre, sa qualité et son épaisseur vont être aussi déterminantes dans la survenue d'une grossesse ultérieure. Donc dans l'idéal, il faut pouvoir avoir un suivi en AMP suite à la prise en charge en chirurgie pour s'assurer justement de la bonne santé de l'endomètre et de sa capacité à accueillir un embryon. Après, vraiment, la qualité, c'est l'objectif premier, la qualité de l'endomètre, la qualité de la cavité et la qualité de l'endomètre. Si la chirurgie ne permet pas de réouvrir les ostiums, c'est-à-dire les orifices qui permettent aux trompes de communiquer avec la cavité utérine, la FIV peut permettre d'obtenir une grossesse. Donc là, l'objectif premier, vraiment, ça reste la cavité utérine. Donc ensuite, l'endomètre. Et si il y a une atteinte, il y a des synéchies au niveau des ostiums, c'est au final moins un problème puisque la FIV peut venir compenser cette problématique qui perdure. Quoi qu'il arrive, donc dans les deux cas, eh ben, il faut pouvoir avoir une collaboration entre la chirurgie et l'AMP. Ça se fait dans certains centres. Je crois qu'à Angers, ça se fait notamment. Ça se fait aussi au Kremlin-Bicêtre. Le docteur Landowski le fait, je pense, de plus en plus. Mais voilà, il faut pouvoir avoir cette collaboration entre les différentes disciplines pour pouvoir mener à bien ce parcours qui peut être un peu long et compliqué. Tout à fait d'accord. Du coup, rapidement, mais c'était un petit peu pour vous expliquer, voilà, toujours quand on opère finalement un utérus, c'est vrai qu'on parfois on a l'impression que la chirurgie utérine, l'hystéroscopie ou le fibrome, c'est voilà, c'est un peu une chirurgie euh, moins noble, on va dire, que de l'endométriose, que du cancer. Et du coup, on va pouvoir utiliser un peu peut-être du matériel qui est peut-être moins de pointe que ce qu'on utilise pour d'autres choses. Et c'est pareil, il faut quand même bien maîtriser la technique opératoire, avoir du bon matériel.
savoir utiliser un éco-guidage, c'est-à-dire une échographie pour guider les chirurgies complexes, connaître ses limites, ça, c'est pas toujours facile quand on est chirurgien, hein. Mais c'est de plus en plus vrai et heureusement voilà, pour pas se lancer sur des choses qu'on ne sait pas faire et c'est pas toujours si facile que ça, l'hystéroscopie. Vérifier l'efficacité du traitement chirurgical, on a parlé avec l'hystéroscopie, vérifier qu'on a bien enlevé tout le fibrome qu'on devait enlever, vérifier que la synéchie ne s'est pas reformée, parce que parfois, on a beau avoir très très bien travaillé, malheureusement, la synéchie elle peut se reformer aussi, hein. Malheureusement, c'est des chirurgies qui sont complexes et qui parfois ne permettent pas comme on vient d'évoquer malheureusement avec l'air assez compliqué, et puis de contrôler l'absence de répercussions éventuelles sur la fertilité future par les synéchies. Donc, on utilise maintenant de plus en plus des petits hystéroscopes qui on dilate, c'est-à-dire on met des petites bougies, des petits tubes métalliques dans le col pour ouvrir le col. Avant, on allait jusqu'à 10 mm, jusqu'à 1 cm. Donc, on pouvait abîmer le col, on pouvait créer des synéchies au niveau du col. Maintenant, on utilise de plus en plus des petits résecteurs avec des petites anses de 6 mm. Donc, c'est très pratique chez les patientes ménopausée, mais c'est très pratique chez les patientes infertiles ou nulligèses qui n'ont jamais accouché. Là, c'est un fibrome. Vous voyez, on va découper le fibrome avec notre anse qui conduit un courant électrique. On utilise plutôt du matériel qu'on appelle bipolaire, c'est-à-dire le courant ne circule que entre les deux électrodes vertes et ne circule pas euh, entre l'autre courant, c'est monopolaire, c'est-à-dire qu'on a besoin d'une terre, de coller une plaque sur la cuisse de la patiente et le courant, il va traverser entre l'utérus pour aller jusqu'à la plaque qui est collée sur la cuisse de la patiente. Donc le courant va diffuser dans les tissus utérins, même normaux, et va être plus à risque d'être chauffé et donc de créer une surcicatrisation et donc une synéchie. Donc, voilà, plutôt utiliser des plus petits instruments. Vous voyez, on a toutes sortes des petits ciseaux, des petits rouleaux pour pouvoir faire des chirurgies assez fines. Euh, on utilise également dans les choses nouvelles des morcellateurs qui sont, alors ça s'appelle maintenant des shavers. Morcellateur, c'est pas très beau comme nom, mais c'est pareil, des dispositifs où il y a un petit hachoir qui vont finalement aller grignoter le petit polype. Là, vous voyez un petit polype et on va aller en quelques seconde le grignoter. Donc on peut aussi faire ces chirurgies qu'on appelle hors bloc, c'est-à-dire on fait une anesthésie du col utérin. Vu qu'il n'y a pas d'électricité, il ne va pas y avoir de risque de brûlure. Et sur des lésions qui sont comme ça, juste à la surface de l'utérus, on va pouvoir finalement traiter ces patientes en 5 minutes avec un bloc. La patiente va pouvoir retourner travailler l'après-midi même. Là, c'est pareil, c'est sur une rétention post-fausse couche, qui sont des gros pourvoyeurs de synéchie. On va, pareil, avec ce petit système, aller le grignoter et en quelques secondes, le traitement est effectué, la cavité est totalement nettoyée. Donc ça, c'est des systèmes mécaniques. Il y a une réflexion actuelle où on se pose, pourquoi il passe pas mes diapos. Mais voilà, il faut utiliser les bons outils. Moi, quand je suis arrivé, j'étais au Crémin Bicêtre avant et je suis arrivé à Angers. On était vraiment, l'hystéroscopie était vraiment le parent pauvre. Voilà, tout le monde se fichait. On donnait vraiment l'hystéroscopie à faire aux internes parce qu'on trouvait que c'était très facile et on n'avait vraiment pas du matériel adapté. Là, c'est une cloison utérine qu'on va couper voilà, avec un petit couteau. Mais voilà, on a plein de choses plutôt monobipolaires, comme je vous l'ai dit, où l'électricité elle est vraiment que localisée, voire de l'énergie mécanique pour éviter de créer des synéchies. L'énergie mécanique, on a du mal. Est-ce qu'il faut vraiment, est-ce que c'est grave de vraiment faire un petit peu d'électricité où on utilise des petites sortes de hachoirs de ces shavers? Finalement, on n'a pas démontré que l'énergie mécanique, soit par shaver, soit par, on a des petits ciseaux froids, on utilise beaucoup pour les synéchies. On va couper les synéchies sans faire d'électricité, permet finalement de faire moins de synéchies. C'est suspecté dans une étude chinoise, mais qui n'est pas très bien faite pour l'instant. Mais en tout cas, c'est vrai que intellectuellement, on se dit, si on ne crée pas de courant électrique, on va probablement être moins délétère chez cette patiente. Vous voyez ici une muqueuse qui est toute blanche, qui est assez synéchiée. Voilà, il faut essayer de retrouver du rose, mais on ne voit pas beaucoup. Vous voyez un petit peu de rose derrière qui apparaît.
Mais voilà, la muqueuse, elle est très blanche, elle est très cicatricielle, et ça, c'est une cavité qui faudra probablement plusieurs temps opératoires pour pas seulement l'agrandir. L'agrandir, finalement, ça peut être assez facile. C'est pas toujours simple parce que ça peut se refermer. Ce qui sera important, c'est comme le disait Isabelle, de récupérer de l'endomètre, récupérer de la muqueuse rose, on en voit un petit peu au-dessus, en dessous, et qui va finalement venir recoloniser cette muqueuse blanche et permettre de faire pousser cet endomètre et d'avoir un milieu favorable à la grossesse. L'hystéroscopie diagnostique, bah, vous connaissez bien, hein, je pense que malheureusement beaucoup en ont eu. Donc on utilise des matériels très fins, c'est 3 mm par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure du 6 mm. Et on fait en consultation sans anesthésie. On a de plus en plus de dispositifs qui sortent pour une chirurgie hors bloc pour voilà, aller vraiment traiter les petits polypes, les petits fibromes en un temps. On peut aller chercher des stérilés coincés, bien évidemment, mais voilà, un petit polype on va aller le traiter avec des ciseaux. Il y a beaucoup, beaucoup de systèmes concurrentiels. On n'a pas besoin de tous les avoir, mais sachez que voilà, il y a quand même, on a la chance d'avoir beaucoup d'instruments à notre disposition, malheureusement. Très peu d'hôpitaux sont équipés. Je vais te montrer une cure de synéchie un petit peu complexe, qui était une patiente qui avait été opérée qui avait eu plusieurs grossesses arrêtées, qui avait une perforation, deux perforations sur des tentatives Pourquoi ça marche pas, je suis désolé. Saute. On va laisser démarrer. Et après, sur des tentatives de perforation, des perforations italiennes sur des tentatives de cure de synéchie. Parce que si on va dilater sur des utérus qui sont très déviés, une patiente qui avait eu probablement un fibrome aussi, parce qu'on voit un petit fibrome là sur sur l'échographie 3D, il faut s'aider de l'échographie. Ça, c'est très important parce que l'échographie, elle nous aide vraiment à savoir où on est. Je suis désolé, il saute tout seul la présentation là. Mais je ne sais pas si je vais y arriver. Donc, on utilise là, vous voyez, du matériel assez fin. C'est du 3 mm et demi. On va rentrer dans le col. On est dans le col, on ne sait pas trop où aller. Est-ce que c'est ici qu'il faut aller? Est-ce que c'est là qu'il faut aller? Si on avait mis nos bougies, on aurait pu directement faire un trou dans l'utérus. Et c'est pas très grave en soi, mais l'intervention est finie. On ne peut pas finalement opérer correctement cette patiente et il faut qu'elle reprogramme un bloc pour essayer de traiter cette synéchie. La patiente, elle a une obturation complète de son col, elle n'a plus de règles. Néanmoins, grâce à l'échographie, on voit qu'on arrive à mettre de l'eau à l'intérieur de sa cavité, donc ça c'est plutôt bon signe. Il n'y a pas une grosse synéchie après. Une fois qu'on aura réglé son problème du col, ça sera réglé. Je ne sais pas si je vais réussir à aller jusqu'au bout, c'est pas très grave. L'idée, c'était de vous montrer un peu ce temps-là. Vous voyez, on va avec une petite pince progressivement et sous guidage écho, on a un guidage écho sus-pubien, c'est-à-dire au-dessus du pubis, on a un aide qui a une sonde d'écho et qui nous guide. Et on voit notre pince qui est ici, qui arrive dans le col. On peut vraiment dire, ouais, je suis bien dans l'axe, bien au milieu de l'utérus. Je peux travailler en toute sécurité. Et là, je ne vais pas faire de trou dans l'utérus, je vais faire un trou dans la synéchie. Là, ça y est, paf, je suis passé dans la synéchie, je rentre et on arrive dans la cavité. Et après, on continue et on va pouvoir traiter la synéchie latérale. On a gagné, voilà, on n'a pas perforé l'utérus, on est bien dans la cavité, on va pouvoir mettre la caméra, vérifier qu'on est bien, on va voir que la cavité elle est plutôt bien au-dessus et on a gagné. Donc bien s'aider de ce guidage écho, on avait pareil démontré que ça fait moins de perforation, moins de traitement incomplet, notamment sur les cloisons. Voilà, on sait qu'on fait plus de traitements complets de synéchie. Là, vous voyez finalement la cavité elle est pas mal du tout avec un bel ostium, un bel orifice de trompe à gauche. À droite, on le voit également, on voit une synéchie latérale, mais qui est pas majeure, qu'on va traiter après, mais qui est pas, voilà, vous voyez la cicatrice un petit peu plus blanchâtre que rose au fond. Donc on va traiter la synéchie avec des ciseaux froids, mais voilà, pour agrandir la cavité, essayer de retrouver une belle cavité triangulaire, mais là, c'est pas vraiment la difficulté. La difficulté était plutôt sur l'initiale. Ça reste une synéchie relativement simple à traiter, bien évidemment.
Euh, hop. Les synéchies les plus complexes, c'est vraiment les synéchies de tuberculose et les synéchies post-embolisation compliquée de microbilles, où là, on peut avoir des cavités qui sont complètement fermées et très difficiles à récupérer. Heureusement, ça reste rare, mais ça peut être compliqué. Euh, Dernier temps, et comme ça, on pourra avoir peut-être un petit temps pour les questions. Il y a des questions, Isabelle, ou pas sur, Non, il y a juste quelqu'un qui indiquait qu'elle avait pardon, participé à l'essai PREC 2 et qui disait qu'effectivement le polymère était très efficace pour limiter le risque de récidive. Tout à fait. Voilà. Bah, c'est parfait, merci d'introduire comment on Voilà. prévient finalement les cinéchies des adhérences. Donc, on l'a vu, c'est la prévention primaire, c'est d'avoir déjà un geste et un matériel adapté. Éviter de créer des cinéchies, c'est déjà la première chose. Et puis après, utilisation de barrières anti-adhérentielles. Et puis après, de réaliser une hystéroscopie diagnostique. On répète, hein, c'est toujours la même chose, ou une hystérosonographie de contrôle pour vérifier qu'il n'y ait pas d'adhérence. Et puis, il y a également la prévention des adhérences intrapelviennes, éventuellement également par des gels, par des plaques. Mais c'est moins le sujet, on va dire, du jour aujourd'hui que la chirurgie intra-utérine. Déjà, limiter les gestes endocavitaires inutiles, c'est vraiment hyper important, c'est-à-dire d'enlever, ça c'est plus un message pour nous les chirurgiens, mais d'enlever ces curettes. Voilà, normalement, on ne devrait plus parler de curetage quand on fait une fausse couche ou une interruption volontaire de grossesse, mais d'aspiration. On a une petite canule en plastique où on va faire des gestes circulaires pour justement pas aller traumatiser l'endomètre. Et on va surtout pas faire un geste à la curette qui est voilà, un geste où on avait, moi je l'ai appris hein, en tant qu'interne, c'est-à-dire qu'on va faire crisser l'utérus et on va entendre, on va avoir une sensation et entendre même que ça gratte. À l'intérieur de ça, ça veut dire vraiment qu'on a été trop profond. Maintenant, on fait une échographie et on voit qu'on n'a plus on n'a plus de sac on n'a plus de sac de grossesse, on n'a plus de trophoblast de futur placenta et il n'y a pas besoin d'aller vérifier. Donc ça, et c'est vraiment un message qui est très important. Les embolisations, on en a parlé. Voilà, il ne faut pas aller emboliser deux fois, trois fois les patientes. Voilà, on peut tout à fait emboliser les fibromes chez les patientes qui ont des désirs de grossesse. Faut peut-être pas le mettre en première intention. Faut quand même faut que ça soit staffé, que ça soit discuté dans ta fibrome. Après, aller refaire plusieurs temps, ça reste quand même assez complexe. Et puis, rechercher et traiter rapidement les synéchies dans les situations à risque, parce qu'on sait que plus la synéchie va s'organiser, plus elle va être difficile à traiter, plus elle va être dense et on va avoir du mal. Finalement, rapidement, je ne vais pas vous mettre des thunes, mais juste pour vous dire que dans la prévention qu'on appelle secondaire, une fois qu'on a, enfin primaire, c'est-à-dire on a fait une aspiration, on a malheureusement eu un geste on veut prévenir des synéchies, il y a cette revue qui montre finalement que lorsqu'on met des gels d'acide hyaluronique, ça permet quand même de diminuer l'incidence des synéchies dans plus de la moitié des cas et d'augmenter le taux de grossesse clinique dans pratiquement par deux. Donc ça, c'est intéressant parce que c'est la seule étude qui démontre qu'une barrière anti-adhérentielle augmente les taux de grossesse clinique. Souvent, les études, notamment la dernière en date, le polymère ou Medlif, permet de diminuer finalement les taux de synéchie, mais n'ont pas encore réussi parce que c'est un produit qui est récent sur le marché, qui est très intéressant, mais à montrer qu'il y a un impact sur le taux de grossesse. Parce que le but, c'est bien beau de diminuer les synéchies, mais l'intérêt, c'est quand même d'avoir un bébé à la maison à la fin. Là encore, donc sur les fausses couches, c'est très intéressant. Sur les hystéroscopies opératoires, c'est-à-dire quand on va opérer un fibrome, quand on va opérer un polype, quand on va opérer une cloison, est-ce qu'il faut mettre des différentes choses? Donc il y a plein de choses qui ont été utilisées. Voilà, il y a du placenta lyophilisé, il y a des concentrés de plaquettes qui sont très à la mode. Donc ça, c'est pas forcément très à la mode dans les pays, on va dire, industrialisés, mais où on utilise essentiellement le gel d'acide hyaluronique maintenant le polymère qui existe. Et on démontre que voilà, ça diminue le taux de synéchie. On a du mal à démontrer pour le coup qu'il y a un impact réel sur le taux de grossesse. Euh, L'hystéroscopie de contrôle, c'est fondamental. Si le médecin ne vous propose pas d'aller vérifier ce qu'il fait après vous avoir opéré d'un polype, d'un fibrome,
Euh, voilà, il faut aller vérifier qu'il n'y ait pas de synéchie, il faut aller vérifier qu'il ne reste pas de la pathologie, il faut vérifier qu'il ne reste pas de la cloison quand on a traité une cloison. Voilà, il faut vérifier ce qu'on fait. C'est pas très agréable, mais ça fait vraiment partie du cahier des charges. 6 à 8 semaines après le geste, Isabelle l'a déjà dit. Ça peut être parfois remplacé par une hystérosonographie, c'est-à-dire faire injecter de l'eau dans la cavité couplée à une échographie 3D. C'est des examens qui sont complémentaires. L'intérêt de l'hystéroscopie, c'est que ça peut permettre de lever ce qu'on appelle des synéchies filamenteuses, c'est-à-dire des synéchies légères. Rien qu'en appuyant avec notre petite caméra sous l'anesthésie locale, on peut ouvrir la cavité. Probablement que ces synéchies légères, filamenteuses, elles se seraient peut-être ouvertes d'elles-mêmes en cas de grossesse. Il n'y a pas forcément d'intérêt majeur à les traiter. Au global, comment on préserve la fertilité? Donc, prévention primaire des synéchies, c'est-à-dire éviter au maximum d'en avoir, notamment sur l'aspiration curetage, c'est 30%. On sait qu'après 2 curetages, on a entre 25 et 30% de risque de synéchie, donc il faut éviter ces situations à risque, il faut que ces interventions soient bien faites. Et ça, malheureusement, c'est difficile quand on est une femme déjà la difficulté d'avoir l'IVG, d'avoir fait le choix de l'IVG, de subir une perte de grossesse précoce, une fausse couche, et en plus d'avoir une chirurgie, on n'a pas forcément le courage de savoir et on ne demande jamais comment ça va être fait. Et ça, c'est quelque chose qui est compliqué. D'avoir un geste chirurgical adapté, ça, c'est plus un discours. C'est une dia que j'ai sorti d'un topo pour les docteurs, pas forcément pour le grand public, mais c'est vrai que c'est vraiment important d'avoir quand même une, euh, une éthique vis-à-vis de nos patientes et une honnêteté de dire bah, moi, je suis un très bon opérateur de cette chirurgie-là. La chirurgie stéroscopique, c'est pas si compliqué que ça, mais il faut savoir la faire. Il y a des chirurgies un peu plus compliquées où il faut peut-être passer la main, il y a pas de honte. On s'interroge sur les nouvelles mécaniques, l'énergie froide, est-ce que ça sera le, le standard pour prévenir les synéchies peut-être? Peut-être d'autres techniques, la radiofréquence supplantera peut-être l'embolisation pour les fibromes, pour peut-être faire moins de synéchies. Pour l'instant, dans les barrières, le gel antiadhérentiel a pour moi un intérêt, notamment du fait que bah, c'est quand même beaucoup plus étudié que les barrières polymérisées et a montré son intérêt en termes de bénéfices sur les taux de grossesse quand on a plus de 2 fausses couches. Donc voilà, on commence à le mettre de manière systématique au CHU à Angers. Et puis, la place de l'imagerie de contrôle, on le dira jamais assez. Isabelle, pour conclure Oui, le programme avant les questions. pour conclure, donc c'est rappeler les outils dont vous pouvez bénéficier en nous contactant et via le collectif BAMP pour vous informer sur les cinéchies, aussi permettre à vos médecins, ça nous est arrivé de faire un peu le médiateur avec les médecins pour aider à la prise en charge des cinéchies. Donc il y a eu des brochures de fête, il y a un groupe Facebook. Et on a aussi une chaîne, enfin un Instagram, un compte Instagram sur lequel il y a des témoignages de professionnels de santé en France, aux États-Unis, en Australie, et puis de patientes. Donc vous pouvez vous connecter sur Action Cinéchi et pouvoir consulter tout ça. Voilà. Et on a aussi essayé de travailler, faire évoluer les pratiques des professionnels de santé. Donc on avait fait une brochure à destination donc, des professionnels de santé sur les cinéchies qui avait été notamment validée par le professeur Fernandez il y a quelques années. Et c'est le professeur Descamps qui nous avait ouvert, donné la parole, la possibilité donc d'avoir une tribune dans la lettre du gynécologue il y a 2 ans. Donc voilà, on essaie de faire avancer les choses et donc en 2025, l'objectif est avec Guillaume de pouvoir effectivement identifier un réseau pour permettre d'aiguiller plus facilement les femmes au plus près de chez elles, autant que faire se peut. Puisque moi aujourd'hui, quand j'ai des demandes, souvent je les fais venir à Paris. Maintenant, je peux les envoyer à Angers, à Marseille. Donc, le réseau s'étend, mais il faut pouvoir le renforcer pour aider davantage les femmes qui sont en errance diagnostique et thérapeutique. Voilà. Voilà, il y a des bons praticiens partout, mais on ne les connaît pas forcément. Donc là, on va faire une sorte d'appel au sein de la société, de la CGP, la Société de chirurgie gynécologique pelvienne en France, pour voilà,
établir un cahier des charges déjà de personnes qui sont intéressées par adhérer à ce réseau. Est-ce qu'il y a des questions où c'était un petit peu dense et lourd et, euh, et à cette heure tardive, c'était un peu compliqué? Oui, 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 moi enfin, c'est pas vraiment une question, mais en tout cas, c'est par rapport aux actions que vous faites. Je vous remercie beaucoup parce que bon, pour ma part, ça m'a permis d'avancer et d'aboutir justement à avoir un bébé à la maison, comme vous dites. En fait, moi, la remarque que je voulais faire, c'est que avant d'être confrontée à ça, je savais absolument pas que la synéchie existait. Je savais même pas ce que c'était. Et en fait, bah, on n'en parle nulle part à l'hôpital quand on vous fait une aspiration, quand vous avez une grossesse arrêtée. Il y a personne qui vous dit qu'il y a des risques. Si j'avais su que, par exemple, il suffisait de faire une hystéroscopie diagnostique après pour voir si tout était bon, même si c'est pas remboursé, bah, je l'aurais fait, je pense. Aujourd'hui, on n'en entend vraiment pas du tout parler. Il n'y a que quand on est vraiment confronté à un problème au bout de 6 mois, un an, et c'est vrai, quand on a un certain âge, bah, chaque mois compte en fait. Ce serait bien qu'on sache avant qu'il y a ce risque. Et aujourd'hui, on n'en parle pas du tout. Alors moi, j'ai essayé de faire évoluer les choses, notamment en post-IVG, parce qu'il y a un site qui a été fait par le gouvernement l'année dernière qui a été mise à jour. Et donc, j'ai trouvé ça très dommage qu'ils ne parlent pas. Enfin, après, chacun ses convictions. Moi, je suis complètement pro-IVG. Donc, l'objectif n'est absolument pas de dire ne faites plus d'IVG, mais justement, préserver votre fertilité après une IVG. Et donc, j'ai fait une saisine auprès de la HAS parce que le site du gouvernement ne voulait pas évoluer tant qu'il n'y avait pas d'évolution des recommandations de la HAS. J'ai été recommandation à l'appui avec le docteur Capmas en appui également pour faire évoluer les choses sur les recommandations et permettre d'avoir une information et une recommandation d'hystéroscopie après. Et j'ai eu une fin de non-recevoir de la HS. Donc c'est un peu compliqué de faire évoluer les choses et d'un point de vue média, donc on a fait un dossier de presse il y a quelque temps et même en essayant d'ouvrir la voie avec la prévention, enfin de parler d'infertilité secondaire et pas forcément de synéchie qui est un peu technique tout de suite. C'est compliqué aussi de faire en sorte que les médias s'intéressent au sujet. Donc après, à voir, toutes les forces vives sont les bienvenues. Donc après, si vous avez des idées aussi pour essayer de faire émerger le sujet, voilà, je suis complètement ouverte. Vous avez mon mail, donc n'hésitez pas. D'accord, Bon, merci. en tout cas, c'est vrai que ces semaines de sensibilisation que vous organisez, c'est super parce que c'est vrai que euh, bon, là, on n'est pas très nombreux, mais c'est déjà super de pouvoir parler de cinéphile avec les patients parce que on en parle très peu, même dans les congrès de chirurgie. Moi, je suis responsable de la chirurgie de fertilité aussi au congrès de fertilité. Et finalement, la problématique, c'est chez les médecins de la fertilité, il y a finalement de moins en moins de chirurgiens, de plus en plus de médecins qui font de la médecine de la reproduction, mais qui s'intéressent finalement assez peu à la chirurgie de la fertilité. Et du coup, c'est une chirurgie qui meurt à petit feu, en fait. Et du coup, alors qu'on en a besoin, et il faut former des gens, et c'est pas très très long de bien former, de bien éduquer. Voilà, après, on n'a pas besoin forcément d'avoir 200 centres en France, voilà, une dizaine de centres sur de la cinéchie complexe. Après, il y a des gestes, voilà, hystéroscopie de fibrome simple, il n'y a pas besoin d'être expert, il faut savoir le faire. Il y a peut-être besoin voilà, de faire certains centres d'excellence bien répartis sur toute la France, ou pas, mais c'est bien voilà, d'avoir mis la lumière là-dessus. Je vous remercie vraiment. Voilà, moi, ça m'a fait énormément plaisir de participer à cette réunion et bravo au collectif d'avoir mis le doigt dessus. Bah, merci à tous parce que et puis merci Guillaume, parce que sans professionnels de santé, ce réseau ne peut pas exister. Et puis toutes ces explications précieuses de ce soir non plus. Donc voilà, bravo. Et puis merci à toutes les femmes qui partagent leur expérience, que ce soit sur le groupe Facebook, que ce soit ici, parce que ça permet aussi à toutes celles
qui sont un peu dans le dur du parcours, d'avoir des jolies histoires et voilà, d'avoir un peu d'espoir, parce que c'est vrai que des fois, on a quand même, on peut en être privé parce que c'est long, c'est difficile, c'est douloureux physiquement et psychologiquement. Donc voilà, ces partages sont toujours très précieux. Est-ce que nous avons des questions pour terminer? Alors merci à tous pour vos messages sur les côtés, parce que je dis sur les côtés parce que c'est sur le côté de mon écran. Euh, Est-ce qu'on a quelques questions pour finir? On a fait 1 heure et il Oui, y a non, pas- non, on est pile dans le Alors, moi, timing. j'aurais juste un commentaire. Je ne sais pas si mon micro est ouvert. Oui, on t'entend, Angèle. Oui, en tout cas, merci beaucoup, Isabelle et professeur Legendre. C'est vrai que le sujet des cinéchies est un sujet particulièrement intéressant pour les femmes qui souffrent de fibrome, pour la simple et bonne raison qu'il y a un taux de récidive important et qu'il n'est pas rare que les femmes qui souffrent de fibrome soient multi-opérées. Et ce sujet des synéchies, c'est vrai que par rapport à la question de l'infertilité, n'est pas toujours pris en compte. On va considérer l'infertilité uniquement sous le prisme ovarien, alors qu'il se trouve que par rapport aux opérations multiples, donc sont sujettes pas mal de femmes qui souffrent de fibromes, il y aurait besoin aussi d'une sensibilisation primaire, tout simplement, pour éviter d'opérer de manière abusive ou excessive, hein. C'est ça le terme. Donc vraiment bravo, moi je suis particulièrement sensible à tout ce qui a été dit parce que pour les femmes qui souffrent de fibromes, c'est important d'avoir toutes ces informations-là et de savoir finalement comment éviter une perte de chance. Parce que la notion de perte de chance, pour nous aujourd'hui, est primordiale par rapport à la pathologie fibromateuse, dans la mesure où plus vite on aura les informations, mieux on pourra justement prendre en main de manière préventive sa fertilité. Donc, merci beaucoup à Banff, merci beaucoup Isabelle, et merci à professeur Legendre. Merci, Angèle. Merci Angèle, merci à Info France pour le travail que vous faites aussi au quotidien. C'est vrai que malheureusement, les patients de fibrome, elles ont aussi beaucoup de synéchie et c'est vrai que c'est bien d'unir ses forces avec le collectif BAMP pour parler de ça. À bientôt pour, pour de nouvelles aventures avec Isabelle et Angèle, en tout cas pour, Avec grand plaisir. c'est toujours un plaisir d'entendre des histoires qui sont toujours, ce que tu disais, c'est hyper courageux de votre part de témoigner sur des choses qui sont douloureuses pour vous, qui sont, voilà, euh, parfois du passé, mais encore présent parce que le projet n'a parfois pas pu du tout aboutir. Et je suis toujours admiratif d'avoir voilà, d'avoir le courage de témoigner, de venir parler à 21h30, 35 le soir de ça. Enfin, c'est hyper important, je pense, pour les autres patientes qui sont, elles, en parcours. Je peux que vous féliciter de ça. Alors, petite proposition, si c'est possible, par rapport au réseau en cours Oui, de création. Eh ben, évidemment, on serait partante pour participer à la création de ce réseau parce que, oui, encore une fois, par rapport au Cinéchi, le fibrome est concernant comme les chefs. Et il y a, dès lors qu'il y aura un réseau de praticiens spécialistes des Cinéchis, ce serait évidemment un plus pour les femmes. Tout à on fait. Bah, partagera l'information, bien sûr, avec plaisir. Et plus on la partagera, mieux ce sera. Donc, forcément, on te mettra dans la boucle. là, Super. l'idée, c'est bah, voilà, on va en parler nous au sein de la société de chirurgie. C'est une idée que Isabelle m'a sollicitée, donc je lui ai proposé ça. Voilà, j'ai une réunion très prochainement au conseil d'administration. Donc, je vais soumettre l'idée. Je pense que cette idée va être acceptée, qu'on puisse faire un appel aux bonnes volontés des chirurgiens qui s'intéressent à la fertilité déjà pour avoir un état des lieux dans un premier temps, enfin déjà un annuaire des médecins qui s'y intéressent et après peut-être d'avoir dans un deuxième temps un cahier des charges avec voilà, un nombre d'interventions ou voilà, un regard un peu plus quantitatif et qualitatif, mais bon, déjà dans un premier temps
voilà, on identifie les praticiens qui s'intéressent au sujet, c'est important pour nous. C'est ce qui est fait souvent, ça, voilà, un petit peu dans d'autres pathologies. Isabelle, le mot de la fin? Eh ben, le mot de la fin, j'attendais éventuellement une dernière question, mais ce sera le mot de la fin. Merci à tous, merci, un grand merci Guillaume d'avoir pris le temps de, voilà, de jouer le jeu jusqu'au bout, d'avoir fait la présentation, d'avoir répondu à nos questions, faire partie des médecins sur qui on peut compter. Donc ça, c'est formidable. Merci à tous les participants ce soir et je reviendrai vers vous pour, je ne sais pas où sera disponible la rediffusion du webinaire, mais je vous enverrai un mail pour vous l'indiquer. Voilà, merci beaucoup. Et puis, mais n'hésitez pas si vous avez besoin d'informations, vous avez mon mail. Bonne soirée. Bonne soirée, merci. Au revoir. Au revoir.